Le banquier a l'obligation de respecter l'intérêt du client. Tu ne dois pas proposer à ton client un produit qui n'est pas dans son intérêt. Un banquier qui fait bien son travail saura que l'intérêt du client prime sur ses objectifs commerciaux. Le rôle du banquier aujourd'hui va au-delà de fournir du crédit. Le banquier aujourd'hui doit accompagner son client. Le banquier est censé pouvoir donner du conseil à son client, comment investir son argent. Pour moi, quelqu'un qui veut investir, faire un premier investissement, la première question que je vais lui poser, c'est de savoir qu'est-ce qu'il prévoit de faire après ça. Moi, je suis Nathanaël Nga, chargé d'affaires entreprises dans une banque de la place en France. Ça fait bientôt 8 ans que je suis professionnel dans ce métier-là. Je suis diplômé d'un master de droit des affaires, spécialité juriste de banque et finance. Et donc, ça va peut-être paraître curieux, mais sortant d'études de droit, je me suis retrouvé à travailler dans la banque sur des fonctions commerciales. Super. Alors, ça fait combien de temps que tu accompagnes les entreprises? Ça va faire 8 ans. 8 ans. J'ai commencé ma carrière dans la banque en 2015. Donc, dans un premier temps, je travaillais avec les artisans, commerçants, professions libérales. Donc, j'étais sur ce qu'on appelle dans le jargon bancaire le marché des professionnels, Mhm. parce qu'il y a des segmentations propres à la banque. Donc, j'accompagnais ces entreprises-là qui faisaient jusqu'à 1,5 million de chiffre d'affaires. Et là, depuis 3 ans, je suis passé sur le marché corporate où c'est des Mhm. entreprises à partir d'1,5 million en montant. Donc, Ok. voilà, ça fait 8 ans. Avant d'aller un peu plus en profondeur sur ton travail, sur ton activité actuelle, est-ce que tu peux un peu nous parler de toi avant ça, avant ton activité, avant de pouvoir accompagner les entreprises, avant de commencer le travail que tu fais actuellement? Qu'est-ce que tu faisais avant? C'est quoi, quel est ton parcours? Bien entendu. Alors, moi, je suis né au Cameroun et j'ai grandi là-bas. J'y ai vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et jusqu'à ce que je sois amené à venir poursuivre mes études en France. Donc, j'ai obtenu mon baccalauréat au Cameroun dans un lycée de la ville de Yaoundé, dont je suis originaire. J'ai obtenu ma licence à l'université de Yaoundé 2 à Soa, donc une licence en droit des affaires. Et à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité de venir poursuivre mes études en master en France à l'université de Nice. Donc, Mhm. j'ai fait 3 années pour avoir mon master. Ça, je tiens à le dire parce que c'est une situation que rencontrent peut-être d'autres étudiants africains qui arrivent ici. Je n'ai pas trouvé de stage lorsque j'étais en master 2. Donc, j'ai dû me réinscrire dans le master l'année suivante juste pour faire mon stage. Donc, mon master, je l'ai fait en 3 ans et pas en 2 ans comme j'aurais dû parce que j'ai eu une difficulté pour avoir un stage. Et ça, Donc, au terme de mon stage que j'ai trouvé finalement dans la banque, je suis tombé amoureux du métier qui était d'accompagner les entreprises en tant qu'expert dans les questions de finances. Et voilà, aujourd'hui, ça fait déjà 8 ans que je baigne dans ce milieu-là. Et tu accompagnes quel genre d'entreprise? Est-ce que tu accompagnes aussi des petites, on va dire les entrepreneurs? Alors, au début, justement, de ma carrière, j'ai accompagné beaucoup d'entrepreneurs. Pendant les 4, 5 premières années de ma carrière, j'accompagnais des entreprises qui avaient des petits chiffres d'affaires. Donc, j'avais des auto-entrepreneurs, des personnes qui Mhm. étaient en entreprise individuelle, donc en nom propre, que j'avais également en portefeuille et que j'accompagnais. Et progressivement, voilà, je suis passé à d'autres types d'entreprises. Mais oui, j'ai commencé par les TPE avant de passer à quelque chose de plus costaud. Alors, ben, quand tu accompagnes les entreprises, tu les accompagnes dans quel sens? Qu'est-ce que tu leur Alors, dis? j'accompagne les entreprises principalement sur des projets de développement. Quand je dis projet de développement, c'est tout ce qui va nécessiter des accompagnements par du financement. Donc, un client qui vient me voir et qui veut faire un investissement, mon rôle, c'est de l'amener vers la meilleure solution d'investissement parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement et quelqu'un qui ne maîtrise pas va vous dire, OK, j'ai tel projet, est-ce que vous pouvez me faire un crédit? Si on ne lui fait pas un crédit qui soit vraiment adapté à ce qu'il a comme projet, à ce qu'il a même comme vision stratégique à long terme, finalement, un investissement qui est une solution aujourd'hui peut devenir un problème dans 3, 4, 5 ans.
Donc, l'objectif, quand moi j'accompagne mes clients, part du financement. C'est pas juste de lui dire, OK, voici les fonds que vous avez demandés. C'est de vraiment comprendre qu'est-ce qu'il veut faire à travers cet investissement-là et quels sont ses projets à plus long terme. Donc, est-ce que on est en train de lui proposer la meilleure solution d'accompagnement? Donc, au-delà du côté financement des investissements, j'ai autour de moi un tas de collègues. J'ai un staff tout autour de moi. Je suis un peu comme un chef d'orchestre. Si je Mhm. détecte chez mon client des questions d'ordre patrimonial qu'il faut gérer, je fais venir un expert sur les questions patrimoniales. On l'accompagne. Si mon client veut se développer à l'international, je sais faire venir des gens pour lui apporter du conseil. Mais ce sur quoi je suis beaucoup plus spécialiste, moi, c'est le financement. Voilà. Mhm. Et pourquoi toi, tu as décidé de te lancer dans ce domaine-là? J'ai décidé de me lancer dans ce domaine-là déjà complètement par hasard. Ce n'était pas le plan. Je prévoyais de devenir avocat ou Hmm. juriste. Et pendant mon stage, à vrai dire, j'ai aimé euh, rentrer un peu différemment au sein d'une entreprise. Parce que, pour la petite histoire, quand j'allais en rendez-vous avec les chargés d'affaires entreprises et que moi j'étais stagiaire, j'ai pu regarder différemment ce que c'était une entreprise et comprendre ce que une entreprise apportait, que ce soit localement, que ce soit à l'échelle nationale. Et cette vision-là m'a beaucoup plu. Je me suis dit, oui, en fait, je découvrais l'entreprise autrement que en étant client. Et je me suis dit, moi, j'aimerais faire partie de la vie des entreprises, les accompagner dans leur développement parce que en tant que client, elles me sont importantes. Et c'est comme ça que je suis tombé amoureux du métier et que voilà, je me suis intéressé à tout ça. Mhm. Alors, tu as décidé après de te lancer sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer d'abord sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui t'emmène sur les réseaux sociaux? Parce que moi, je t'ai découvert sur TikTok. Ouais. Alors, ce qui m'amène sur les réseaux sociaux, à vrai dire, c'est que on est dans une ère où les réseaux sociaux constituent un moyen de communication qui a pris beaucoup de place. Aujourd'hui, il y a des gens qui partent du statut d'anonyme un jour à très célèbre le lendemain. Mhm. Et donc, je suis comme tout le monde, j'utilise ces canaux-là pour communiquer. Et donc, j'ai constaté que, surtout, nous, sur le continent africain, on n'exploitait peut-être pas assez le potentiel de ce canal de communication qu'est le réseau social. Et je me suis dit, OK, plutôt que de ne faire que de la distraction sur les réseaux sociaux, on peut en faire autre chose. Et moi, ce qui me plaît, ce qui me parle et ce sur quoi je pourrais apporter un message, c'est sur ce que je sais, ce que j'ai appris et ce que je fais au quotidien. Voilà. Mhm. Oh, et dis-nous un peu plus sur ça. De quoi parles-tu sur tes réseaux sociaux? Sur ton Alors, TikTok, tu parles de quoi? si on va regarder ma page TikTok en particulier, je fais beaucoup de contenus dans lesquels je m'adresse à la communauté africaine par rapport à leurs investissements, que ce soit ici ou en Mhm. Afrique. Donc, je sensibilise les Africains à la qualité de ce qu'ils vont faire comme investissement. Parce que c'est bien d'avoir l'idée de rentrer investir au pays, c'est bien d'avoir cette envie, c'est noble et c'est même à encourager. Mais j'ai Mhm. constaté que beaucoup d'Africains, quand ils vont investir au pays, perdent de l'argent. Et je me suis dit, il y a un problème, c'est qu'ils ne sont pas accompagnés, ils ne sont pas conseillés. Donc, mon contenu, c'est vraiment donner des tips, c'est donner des petits conseils sur comment amener un investissement et être en amont dans la préparation. Ne pas penser juste à partir et commencer. Non, le temps de préparation est très important. Donc, mon contenu tourne beaucoup autour de ça et particulièrement au niveau de la prévision financière. Parce que je constate que beaucoup de jeunes entrepreneurs, là, et là, ce n'est pas propre aux entrepreneurs africains, euh, mettent beaucoup l'accent sur le côté, sur le volet technique, sur le volet opérationnel de ce qu'ils veulent faire. Et une entreprise, c'est beaucoup plus que ça. Une entreprise,
ça demande de savoir gérer l'argent de l'entreprise, ça demande de savoir gérer les ressources qu'on a à disposition. Et malheureusement, c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entreprises disparaissent rapidement. Donc, je parle beaucoup de ça et j'essaye de donner des conseils à ce sujet-là. Est-ce que tu donnes aussi des conseils aux particuliers? Parce que là, tu as parlé rien que des entreprises. Qu'en est-il des particuliers? En effet, je donne aussi des conseils aux particuliers parce que je ne l'ai pas dit, mais quand j'ai commencé Mhm, sur le marché des entrepreneurs avec les professionnels, je gérais également des comptes de particuliers, des chefs d'entreprise que j'avais en portefeuille. Donc, mhm. c'est un marché sur lequel j'ai travaillé. Je donne des conseils sur les difficultés que les gens peuvent rencontrer sur l'aspect financier. Ça, c'est très courant de nos jours avec la conjoncture, que les gens se retrouvent en difficulté financière et se demandent comment faire pour sortir de là, comment faire pour gérer leur quotidien avec un petit budget. Donc, j'apporte aussi des conseils sur des sujets comme cela, effectivement. Alors, toi, tu es un banquier pur. Parce que souvent, on dit, notre banquier n'est pas notre ami. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à la banque? Alors, absolument juste, C'est on une, c'est une doit. question quand même assez compliquée, hein, Non, non, en elle tant n'est que pas banquier. compliquée du tout. Ok, Et allez. je te remercie pour la question parce que Mhm, ça, c'est un sujet que j'ai souvent abordé avec des amis qui pointent toujours le méchant banquier. Donc, mhm. on en rigole souvent. Le banquier doit être une personne en qui vous avez confiance. Le banquier doit être une personne à qui vous n'avez pas peur de présenter la réalité de votre situation. C'est de cette manière qu'il pourra vous accompagner au mieux. Si vous arrivez face à votre banquier et que vous voulez lui cacher certains aspects de sa vie, je le disais tout à l'heure pour les entreprises, si je veux accompagner au mieux mon client particulier, je dois connaître ses projets, je dois connaître sa situation actuelle, telle qu'elle est. S'il essaye de me cacher certaines choses, je vais lui proposer une solution en ne sachant pas que, en réalité, ce qu'il m'a dit, ce n'est pas la réalité de sa situation. Je n'ai pas mesuré la gravité de la situation. Donc, je vais lui proposer une solution qui va être euh, en réalité pas adéquate à cet instant précis. Donc, le Mhm. banquier, il faut lui faire confiance. Malheureusement, beaucoup de gens se sont mis en tête, et je sais que ça c'est une idée reçue, que le banquier est là pour l'intérêt de la banque. Le banquier évolue dans un cadre réglementaire. Le banquier doit respecter une déontologie, un peu comme le médecin, un peu comme l'avocat. C'est une profession réglementée. Et donc, de ce fait-là, le banquier a l'obligation de respecter l'intérêt du client. Tu ne dois pas proposer à ton client un produit qui n'est pas dans son intérêt, un produit qu'il ne comprend pas. Donc, typiquement, un banquier qui fait bien son travail, parce que là, c'est là qu'il faut faire la nuance. Un banquier qui fait bien son travail saura que l'intérêt du client prime sur ses objectifs commerciaux. Donc, je ne vais pas te vendre une assurance vie alors que tu n'y comprends rien et alors que tu n'en as pas forcément besoin, tu es déjà dans des difficultés financières et là, je te fais faire un effort d'épargne alors que tu ne peux pas. Donc, pour moi, le banquier, ça doit être un partenaire. Le banquier, ça doit être quelqu'un avec qui vous pouvez librement parler de ce qui se passe et de ce que vous envisagez de faire. Ok. Alors, j'ai encore une autre question par rapport aux banquiers. Oui. Sur mes plateformes, je fais beaucoup de budget. J'aide les gens à constituer leur budget. Mais pourquoi la banque ne propose pas ce genre de service-là? Parce que j'ai Alors, remarqué que la majorité des gens qui viennent vers moi, ce sont des gens qui ont des problèmes vraiment de gestion de leur argent. Et j'ai l'impression que la banque vraiment ne joue pas ce rôle-là. Et pourquoi? En tant que banquier, quoi. la banque ne joue pas ce rôle-là simplement parce que, premièrement, c'est prenant en termes de temps. En termes de Mhm. temps, pour accompagner une personne sur la gestion de ses finances, c'est long. Ça demande de prendre du temps, d'éplucher ses dépenses, de regarder qu'est-ce qui peut être superflu. Bref, il faut y passer du temps, comprendre les habitudes de la personne pour derrière pouvoir lui apporter un conseil. Parce que, comme j'ai dit plus tôt, et je vais me répéter peut-être plusieurs fois pendant cet entretien,
pour pouvoir apporter un conseil, il faut déjà avoir bien identifié le problème. On peut apporter un conseil comme ça, hein, en ayant échangé 2 phrases, mais si on n'a pas vraiment pu cerner à quel niveau ça pêche, on ne pourra pas apporter la vraie solution. Donc, premièrement, il y a une question de temps. Un banquier, un conseiller particulier, on verra qu'ils ont des portefeuilles assez énormes. Ils ont facile 1000 clients en portefeuille. Si vous voyez chaque client une fois dans l'année, sachant qu'on ne travaille que 200 jours à peu près, par jour, ça fait déjà un truc comme 5 clients à voir. Il y a le côté administratif du boulot, parce qu'il n'y a pas que les rendez-vous. Après les rendez-vous, il y a l'administratif, il y a les appels en dehors des rendez-vous physiques. Donc, comment est-ce que un banquier va trouver le temps de s'asseoir avec le client, de parler de budget, etc. On peut le faire à la marge avec certains clients chez qui on détecte vraiment un besoin important parce qu'on comprend que voilà, ils ne sont pas du tout sensibilisés à ces questions-là. On peut le faire à la marge, mais s'il fallait accompagner tous nos clients qui en ont besoin parce qu'ils sont nombreux sur cet aspect-là, on s'en sortirait pas. On verrait nos clients tous les 3 ans et là, ils auraient encore plus des raisons de dire mon banquier, il me sert à rien, je ne le vois jamais, il ne m'appelle jamais, je l'appelle, il ne me répond pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut des personnes qui s'y connaissent, qui sont dans ce milieu, comme je l'ai fait, qui arrivent sur les plateformes comme les réseaux sociaux et qui se proposent d'accompagner les gens. Et je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui font ça. Et voilà, je pense qu'on n'est même pas encore assez nombreux. Et il faudrait que chacun prenne conscience que c'est un accompagnement qui est nécessaire pour pouvoir avoir une certaine stabilité au niveau de ses finances. Alors, euh, quel est le vrai rôle du banquier? Oui. Alors, Ça, le vrai rôle du banquier, ouais. c'est une bonne question. Le vrai rôle du banquier, Est-ce qu'il si travaille on, pour moi? C'est-à-dire, est-ce qu'il a mon service ou est-ce qu'il est au service de mon argent? Est-ce qu'il est là pour m'aider? C'est quoi son rôle? Parce que souvent, ça prête à confusion, en fait, le rôle du banquier. On ne sait pas réellement ce que le banquier peut nous proposer en termes d'aide. Si ce n'est parce que nous, je vais à la banque, je parle avec le banquier, j'ai besoin d'un crédit et puis c'est tout. voilà. Merci pour ta question, juste, parce que le rôle du banquier est souvent limité à celui de pourvoyeur de crédit. Le Mmh. banquier, c'est la fonction première de la banque ou historique de la banque, si on veut. La banque, c'était ça. Tu Mmh. vas auprès de la banque, tu as un projet, tu demandes un crédit et ça te permet de réaliser ton projet. Mais le rôle du banquier ne se limite pas à ça. Le rôle du banquier aujourd'hui va au-delà de fournir du crédit. Le banquier aujourd'hui doit accompagner son client sur ses projets de vie, sur ses projets à moyen, à long terme. Et ces projets de vie ne vont pas forcément nécessiter que le banquier mette de l'argent sur la table. Parfois, Mmh. c'est le client qui a de l'argent et qui se demande, OK, cet argent, comment est-ce que je peux le rentabiliser? Le banquier est censé pouvoir donner du conseil à son client sur comment investir son argent à travers un panel de solutions que les banques proposent. Il y en a plusieurs. Et on accompagne nos clients de ce point de vue-là, sachant que le banquier apporte un conseil, comme tu as dit tout à l'heure. Le banquier peut simplement être conseiller. Parfois, on a des clients qui veulent faire des investissements, qui veulent faire des placements, qui fiscalement ne sont peut-être pas adaptés à leur tranche d'imposition. On va leur dire non, il y a tel placement qui est peut-être plus intéressant. Donc, le banquier a ce rôle de conseil. Et quand je dis conseil, ce n'est pas parce que je conseille à mon client que je lui dis de ne pas faire ce qu'il avait prévu. Mais je suis là pour jouer un rôle de garde-fou, lui dire, OK, vous voulez faire ça, je pense que vous avez peut-être plus intérêt à faire ça parce que ça me paraît plus adapté à votre situation et à vos projets. Donc, à côté du côté pourvoyeur de crédit, le banquier a un vrai rôle de conseil. Et j'ai mentionné tout à l'heure le fait que on ne travaille pas seul. Généralement, quand vous voyez votre conseiller à la banque, ce dernier, s'il ne connaît pas vos projets, sera votre seul interlocuteur.
vous allez vous voir, vous allez parler des opérations courantes du compte. J'ai eu tel prélèvement, j'ai eu tel frais, c'est fini, c'est lui votre interlocuteur. Mais si vous commencez à lui parler de vrais projets, investissement dans l'immobilier, investissement patrimoniaux, placement sur les marchés actions, vous allez voir qu'il ne travaille pas seul. Il va faire intervenir d'autres interlocuteurs qui sont des spécialistes sur les questions de placement, sur les questions d'immobilier, sur les questions de fiscalité. Et là, on se rend compte à quel point le banquier peut être accompagnant. Et puis même sur la sécurisation du patrimoine, on accompagne les clients sur tous ces sujets-là. Seulement, il faut que le client veuille bien se dévoiler, qu'il veuille bien dire à son banquier, voilà, moi, Nathanaël, je veux faire ça, j'ai tel projet, j'ai ça comme ressource. Et le banquier, par rapport à ce que vous allez lui dire, va voir quel est l'accompagnement approprié. Donc, le rôle du banquier, aujourd'hui, c'est vrai, c'est un vrai rôle de conseil au-delà de l'aspect pourvoyeur de crédit. Mmh. OK. Tu disais tout à l'heure que tu accompagnais aussi des particuliers qui veulent investir en Afrique, c'est ça? Tout à fait. Alors on suppose que moi, j'ai envie d'investir en Afrique. J'ai envie, bon, pas d'investir, j'ai envie de construire une maison. Oui. J'ai envie de construire une maison en Afrique et actuellement, on sait que lorsqu'on envoie de l'argent aux parents, souvent, ça ne se passe pas bien. Ils vont manger tout l'argent et du coup, je n'arrive souvent pas les gens n'arrivent souvent pas à construire le bien qu'ils veulent construire en Afrique. Qu'est-ce que toi tu proposes par exemple? Quel est le conseil que tu as donné aux personnes qui veulent investir ou bien construire une maison, en Afrique tout en étant ici en Occident? Alors, pour quelqu'un qui veut construire une maison en Afrique, en étant ici en Occident, euh, il n'y a pas une méthode type. Il n'y a pas une méthode type parce qu'il y a des Mmh. gens qui confient ces projets-là à leur famille et ça se passe très bien. Mais à défaut, il existe d'autres solutions. Mmh mh. Pour prendre l'exemple que tu as cité où on veut le faire avec la famille, mais on a des doutes sur le fait que ces derniers fassent les choses correctement. Aujourd'hui, il existe dans la plupart des pays des organismes qui se sont créés parce que les personnes de la diaspora même ont identifié un besoin là-dessus. Donc, je sais que beaucoup sont rentrés sur ce marché-là où ils ont mis en place des structures pour accompagner leurs frères de la diaspora qui voudraient investir, qui voudraient lancer des projets au pays. Donc, moi, le conseil que je donne, c'est de se rapprocher de ces structures-là. Souvent, ça a un coût. Et je sais que c'est là que beaucoup vont reculer face à cette solution et se dire, ah non, finalement, moi, je préfère aller vers le gratuit. Mais un gratuit Ouais. qui, finalement, coûte souvent très cher. Parce que plutôt que je ne vais pas dire de perdre, mais plutôt que de prévoir un budget supplémentaire de, je sais pas, 500 000 euros pour rétribuer l'organisme qui m'accompagne, qui suit l'évolution de mon projet. Je donne tout à une personne de ma famille qui ne fait rien au final. Donc, plutôt que de dépenser 1000 euros de plus ou 1500 euros de plus pour être accompagné et avoir une certaine sérénité, je me retrouve à perdre tout ce que je voulais investir. Donc, moi, le conseil que je donne aux gens qui veulent aller investir au pays, c'est de ne pas avoir peur de s'attacher les services de personnes qui peuvent réellement les aider. Et je constate qu'il y a encore un vrai travail à faire sur les mentalités là-dessus. Il faut s'attacher des services de personnes qui sont là, qui sont spécialistes pour vous accompagner. Ouais, mais est-ce que tu conseilles aux personnes qui vivent en Occident, c'est-à-dire les gens de la diaspora, comme premier investissement, d'investir en Afrique ou dans le pays dans lequel ils se trouvent? C'est-à-dire Alors, moi, je vis en moi, Allemagne, j'ai 2 choix. Mon premier investissement, est-ce que ce sera d'investir en Allemagne ou ce sera d'investir en Afrique? alors moi, je ne vais pas donner aux gens le conseil de faire un premier investissement ici ou en Afrique. Mmh. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, moi, je vais intervenir en tant que conseil et je vais analyser le projet de vie global de la personne. Pour une personne qui Mmh. me dit, à court terme, je me vois rentrer en Afrique, je ne vais pas lui dire de se lancer dans un investissement ici. Ah, ça c'est sûr, ouais. Dans peu de temps, il ne pourra plus suivre. Donc, ça va dépendre de ces questions-là. Comment la personne voit la suite. Parce que parfois, pour accompagner quelqu'un, on se focalise beaucoup sur le présent, mais on oublie de penser à qu'est-ce qu'il veut faire. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de stratégie.
on est beaucoup axé sur la vision stratégique de la personne, la vision stratégique de l'entreprise, parce que c'est ça qui doit vous guider sur ce que vous allez faire aujourd'hui et quelles solutions vous allez choisir. Donc, pour moi, quelqu'un qui veut investir, faire un premier investissement, la première question que je vais lui poser, c'est de savoir qu'est-ce qu'il prévoit de faire après ça. Ça va lui paraître peut-être curieux qu'il me parle du présent et que moi je lui parle de l'avenir, mais si il ne pense pas à l'avenir, il peut faire un investissement aujourd'hui qu'il regrette dans 2 ans. Donc, c'est vraiment ça. Donc, moi, ça va dépendre vraiment de la personne en face de moi. Si c'est une personne qui envisage de rentrer bientôt au pays, je vais lui dire, mais autant commencer par le pays. Si c'est une personne qui se voit vivre ici encore pendant 10 ans, je vais lui conseiller de commencer par ici. Et moi, ça me paraîtra logique d'aller dans ce sens-là. Super, super, super. Alors, on va finir avec cette question-là. Oui. Est-ce que toi, tu comptes investir en Afrique ou est-ce que toi, tu comptes investir en Europe ou les deux? Quels sont tes projets futurs? Dans l'idéal, dans Mhm, l'idéal, moi, j'aimerais investir aussi bien ici en Europe qu'en Afrique. mhm. Et c'est certain, j'investirai en Afrique. J'investirai en Afrique et je pense que à travers mon activité sur les réseaux sociaux, j'ai envie de dire que j'ai commencé à poser les jalons de mes investissements en Afrique. Parce que mes investissements en Afrique, ce ne sera pas forcément des choses matérielles dans un premier temps. Mais pour Mhm. moi, commencer à accompagner, à éduquer les frères africains sur les questions financières, c'est mes premiers investissements. Parce que moi, je me vois bien dans la formation, comme certains le font déjà. Et on est d'accord que ça peut être considéré aussi comme un investissement. Parce que si Ouais. demain, je commence à faire des tournées de pays africains pour former, c'est un investissement qui n'est pas matériel. Ce n'est pas un immeuble que j'ai fait, mais c'est quelque chose, c'est une activité qui est susceptible de me rapporter des revenus et c'est déjà un investissement. Mais maintenant, au-delà de ça, oui, j'ai des projets en tête par rapport à des investissements que j'aimerais faire dans mon pays natal, le Cameroun, que ce soit dans les domaines qui sont chers à nos présidents et à notre continent, qui sont l'agriculture. Voilà, on a des terres, on a été bénis de ce point de vue-là. Il faut exploiter ça. Donc, forcément, j'ai des choses en tête et qui sait, dans peu de temps, ce sera peut-être devenu du concret. Mhm. Alors, comment faire pour bénéficier de tes conseils? Alors, pour bénéficier de mes conseils, c'est très simple. Il faut me suivre sur mon compte TikTok, Nathanaël Johan Leroy. J'ai également une page Facebook, mais là, le nom est différent. C'est Next Level Academy, sur lequel on retrouve une partie des contenus que je publie sur TikTok. Donc, je les mets également sur cette page-là sur Facebook. Et donc, sur la page Facebook, il y a un lien pour me joindre sur WhatsApp. Il y a un numéro WhatsApp qui est associé à la page. Donc après, sur TikTok aussi, on peut me faire un message privé. Mes messages sont ouverts. Donc si une personne a besoin de mes conseils, d'être accompagnée, voilà, on peut me joindre par ces biais-là dans un premier temps. Et une fois que le contact est établi, on peut trouver d'autres canaux de communication un peu plus adaptés. Super, super. Alors, un mot pour conclure cette interview? Bah, écoute, juste, ça m'a fait très plaisir d'échanger avec toi. Le temps est très vite passé. Je pense que c'est important que euh, on fasse connaître et savoir au public, au grand public, que il y a des choses qui ne sont pas acquises et qu'il faut parfois aller chercher et en étant accompagné par des personnes qui sont spécialisées dans leur domaine. Donc, ça a été vraiment un plaisir pour moi d'échanger avec toi là-dessus et je te remercie de l'invitation. Ça a été un grand plaisir. Nathanaël, merci d'être passé. Je t'en prie. Au revoir. Au revoir.